tu te réveilles au son des chaînes qui s'entrechoquent dans l'obscurité. La pierre sous ton corps est si froide qu'elle brûle ta peau. Lorsque tu essayes de bouger, les fers mordent tes poignets. Tu n'es plus dans ton village perché sur la colline, là où tu courais après les chèvres et aidais ta mère à moudre le grain. Cette vie a pris fin il y a 3 jours, quand les marchands d'esclaves ont traversé ton hameau, comme une nuée de sauterelles, choisissant leur moisson d'un œil expérimenté. Ton nom était Kais, un simple nom celtique que ton père t'avait donné en mémoire de ton grand-père. Mais ce nom est mort au moment où des mains, rudes t'ont arraché à la hutte familiale. Désormais, tu es une propriété, un inventaire, une marchandise à évaluer et à vendre. L'homme qui t'examine parle un latin sec et précis, ses doigts glissant dans tes cheveux comme s'il en testait la qualité. Il te soulève le menton pour observer la forme de ton visage à la lueur vacillante des torches. Celui-ci fera l'affaire, dit-il à son associé, un grec au regard calculateur qui hoche la tête et inscrit des signes sur une tablette de cire. Les Celtes se vendent toujours très cher. Regarde cette couleur, on dirait de l'or filé, et il est assez jeune pour être bien formé. Tu ne comprends pas tous les mots, mais tu comprends le ton. Tu l'as déjà entendu, quand ton père vendait du bétail au marché. Cette même façon d'évaluer, de mesurer la valeur et le potentiel. Sauf qu'à présent, le bétail, c'est toi. Et le marché, c'est Rome. Avec son appétit insatiable pour la beauté qu'on peut posséder, dominer et consumer. Le voyage vers Rome se transforme en cauchemar. Des chariots étroits, des repas rares et la présence constante d'autres enfants qui partagent ton destin. Certains pleurent sans cesse, d'autres se sont réfugiés dans un silence si profond qu'on dirait qu'ils sont morts en respirant encore. Quelques-uns, les plus inquiétants, ont déjà commencé à s'adapter, apprenant des phrases latines des gardes et cherchant à gagner leur faveur par de petits gestes de soumission. Mais c'est seulement lorsque tu atteins les marchés d'esclaves de Rome que l'horreur véritable se révèle. Ce n'est pas le chaos que tu avais imaginé. C'est organisé, méthodique, terriblement efficace. Les marchés qui traitent ce que les Romains appellent les delicati, les délicats, fonctionnent avec la précision d'une campagne militaire et l'esthétique d'une galerie d'art. Avant de plonger dans ces récits oubliés de souffrance et de survie, si tu aimes découvrir les vérités cachées de l'histoire, pense à aimer cette vidéo et à t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et surtout, dis-moi en commentaire d'où tu écoutes. Je trouve fascinant que nous explorions ensemble ces histoires, antiques depuis différentes parties du monde, unies à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. On te lave d'abord, on te frotte, jusqu'à ce que ta peau devienne rose. Puis on t'enduit d'huiles parfumées qui te font sentir comme des fleurs que tu n'as jamais vues. Tes cheveux sont coupés et coiffés par un homme dont les gestes sont précis, automatiques, ceux d'un professionnel qui a déjà préparé des centaines de garçons pour la vente. On t'habille d'une simple tunique blanche qui met en valeur ta jeunesse et ton innocence, un costume soigneusement pensé pour éveiller certains désirs chez les acheteurs potentiels. Le processus d'inspection est méthodique et humiliant. Les acheteurs tournent autour de toi comme des loups, évaluant leur proie, discutant de tes qualités et de tes défauts d'une voix qui ignore totalement ton humanité. Ils examinent tes dents comme s'ils achetaient un cheval, inspectent ta peau à la recherche d'imperfections, mesurent la proportion de tes membres avec la même attention qu'un sculpteur devant un bloc de marbre. Certains te parlent dans un celte maladroit, testant si tu comprends les ordres. D'autres s'intéressent davantage à tes réactions, à la manière dont tu réagis au contact, si tu te crispes ou si tu te soumets, si les larmes viennent facilement ou si tu as déjà appris à les cacher. Marcus Lucalis est celui qui finit par t'acheter. Il a la quarantaine, un corps adouci par le confort et les banquets, mais des yeux intelligents qui ne manquent aucun détail. Il t'examine avec la minutie d'un connaisseur, ses mains parcourant tes bras et tes épaules, puis il incline ton visage vers la lumière pour en observer les traits sous différents angles. Quand il s'adresse au marchand, sa voix porte l'assurance tranquille de celui qui a l'habitude d'obtenir tout ce qu'il désire. « Quel âge a-t-il » demande-t-il, bien qu'il ait déjà sa propre estimation. « 12, peut-être 13 ans » répond le vendeur. « Assez jeune pour être bien formé, assez âgé pour être intéressant. » Et regarde cette ossature. Il vieillira magnifiquement pendant quelques années avant qu'il ne faille penser à le remplacer. La mention si ordinaire de ton remplacement futur te frappe comme un coup. Tu comprends alors que tu n'es pas seulement vendu comme esclave,
Tu es vendu à un système avec une date de péremption intégrée, où ta valeur déclinera inévitablement et ton utilité finira par s'éteindre. Mais cette révélation s'efface bientôt devant une vérité plus lourde, celle du rôle très particulier qu'on t'a réservé. La transaction se conclut avec la même efficacité banale qu'un achat de pain. L'argent change de main, les papiers de propriété sont signés, et soudain tu appartiens à Marcus Lucalis, aussi complètement que sa toge ou ses sandales. Il ne t'adresse pas la parole. Les esclaves ne méritent pas la conversation. Ils donnent simplement des instructions à un homme plus âgé, bien vêtu, chargé d'organiser ton transfert vers ta nouvelle demeure. La villa qui devient ton univers est plus splendide que tout ce que tu avais pu imaginer dans ta vie de villageois. Des sols de marbre ornés de mosaïques complexes, des murs peints de scènes mythologiques, des jardins où des plantes exotiques embaument l'air de parfums enivrants. Mais la beauté se fait menaçante quand tu comprends qu'elle n'est qu'un décor pour ta captivité. Chaque détail gracieux participe à une mise en scène où tu joueras un rôle que tu n'as jamais choisi. Ton éducation commence aussitôt. L'homme chargé de ta formation s'appelle Alexandros. Lui-même ancien favori, il a gagné une sécurité relative en devenant indispensable à la gestion de la collection de jeunes esclaves de son maître. Il n'est pas cruel, mais sa douceur à la distance de celui qui a appris à survivre sans s'attacher à ceux qui seront bientôt remplacés. Le maître aime les conversations intelligentes, explique-t-il en te présentant ton emploi du temps, philosophie grecque, poésie romaine, calcul de base et pratique musicale. Ton corps doit rester agréable à regarder. On surveillera ton alimentation avec soin, tu prendras 2 bains par jour avec des huiles destinées à garder ta peau douce. Mais surtout, tu apprendras le comportement, comment marcher, t'asseoir, baisser les yeux au bon moment, paraître attentif sans écouter réellement lorsque le maître discute affaires avec ses invités. Les leçons sont complètes et épuisantes. Les matinées sont consacrées à l'apprentissage des langues, non seulement le latin et le grec, mais aussi les subtiles nuances de ton et de vocabulaire adaptés à chaque situation sociale. Tu découvres qu'il existe une manière précise de s'adresser à un sénateur, différente de celle qu'on emploie avec un marchand. Certaines formules expriment le respect sans paraître serviles, d'autres exigent une modulation de voix qui reflète l'intelligence, sans jamais menacer la supériorité intellectuelle du maître. Les après-midi sont dédiés à la culture. Tu mémorises de longs passages de poésie, non pas parce que tu les trouves beaux, même si certains le sont, mais parce que tu pourrais être appelé à les réciter pour divertir ton maître. Tu étudies les mythes représentés dans les fresques de la villa, apprenant à en discuter la symbolique tout en évitant les interprétations trop savantes qui pourraient te faire paraître indépendant. Viennent ensuite les cours de musique, ton seul refuge. La lyre répond à ton toucher, par des sons qui t'emportent, un instant au-delà des murs de marbre. Pendant quelques minutes par jour, tu te perds dans des mélodies qui n'existent que pour leur propre beauté. Mais même ce sanctuaire est contaminé lorsque tu comprends que chaque air appris a été choisi pour plaire à l'oreille de ton maître lors de moments plus intimes. L'entraînement physique constitue une autre partie essentielle de ta formation. Rien à voir avec les exercices que tu connaissais autrefois, ici, il ne s'agit pas de force ni d'endurance, mais de préserver la douceur et la beauté androgyne que ton maître avait tant admiré au marché. Ton alimentation est strictement contrôlée pour éviter tout développement musculaire, des herbes sont ajoutées à ta nourriture, des huiles sont appliquées sur ta peau, et des médecins spécialisés veillent à maintenir ton apparence juvénile. Mais le conditionnement psychologique, plus subtil encore, se révèle bien plus destructeur que la discipline physique. Peu à peu, tes formateurs effacent ton identité propre. Ton nom de naissance est interdit. On t'appelle désormais Ganymède, d'après le bel enfant enlevé par Zeus. Tes souvenirs d'enfant sont qualifiés de rêves irréels. Ta vie d'avant est décrite comme une illusion et ta nouvelle existence comme ta véritable nature. Le plus pernicieux de tout, on t'enseigne que ta valeur d'être humain dépend entièrement de ta capacité à plaire à ton maître. Le succès, c'est conserver ta beauté, ta jeunesse et une obéissance parfaite. L'échec, c'est l'humiliation et la perte totale de ta valeur. Ce message est répété sans cesse, renforcé par des récompenses pour la docilité et des menaces à peine voilées pour la résistance. Les autres garçons deviennent à la fois tes compagnons et tes rivaux. Il y a Alexis, un garçon syrien aux yeux sombres, arrivé 6 mois avant toi. Il a appris à maîtriser le système avec une aisance troublante. Il t'enseigne comment appliquer le phare
pour mettre en valeur ta couleur de peau, comment ton maître préfère son vin et quel sujet il ne faut jamais aborder sous aucun prétexte. Et puis il y a Dionyos, un jeune grec présent depuis 3 ans, il traverse la villa comme une ombre, magnifique, mais vidé de toute présence. Il obéit parfaitement, sans jamais montrer la moindre étincelle d'individualité. Les autres chuchotent que c'est ce qui arrive, à ceux qui se soumettent complètement au système, toujours utile, toujours parfait, mais plus vraiment humain. Ta première convocation privée arrive 3 semaines après ton arrivée. Alexandros passe toute la journée à te préparer. Il choisit la tunique parfaite qui met en valeur ta silhouette fine, arrange tes cheveux pour qu'ils captent la lumière des lampes, applique un maquillage subtil qui souligne ta jeunesse sans paraître artificiel. Il te répète les règles de conduite. Comment entrer, où te placer, comment répondre aux ordres sans paraître ni trop empressé ni trop hésitant. Souviens-toi, dit-il en ajustant les derniers détails de ton apparence, tu existes pour son plaisir. Tes pensées, tes émotions, tes désirs. Rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est de lui offrir ce qu'il attend à cet instant. Parfois c'est une conversation, parfois une présence silencieuse, parfois autre chose. Ton rôle est de deviner ce qu'il veut avant même qu'il n'ait à le demander. Le trajet jusqu'aux appartements privés de ton maître semble interminable. Ce n'est pourtant qu'un simple couloir, mais tes pas nus ne font aucun bruit sur le marbre, tandis que ton cœur bat si fort que tu es certain que toute la villa peut l'entendre. Les gardes devant la porte s'écartent sans un mot. Tu n'es pas assez important pour mériter leur regard. Et soudain, tu te retrouves seul avec l'homme qui te possède entièrement. Marcus Loukalis est allongé sur un lit bas couvert de soie, une coupe de vin à la main, des rouleaux éparpillés autour de lui. Il a quitté sa toge officielle et ne porte plus qu'une simple tunique. Mais cette simplicité ne diminue en rien son autorité. Au contraire, l'intimité du lieu rend son pouvoir encore plus palpable. « M'approche, garçon » dit-il sans lever les yeux de son manuscrit. Sa voix n'est ni dure ni bienveillante, simplement neutre, celle d'un homme habitué à être obéi. Tu t'avances lentement, t'arrêtant à distance de bras, jusqu'à ce qu'il te fasse signe d'approcher davantage. « Tourne-toi » ordonne-t-il. Tu obéis, pivotant doucement pour qu'il puisse t'examiner sous tous les angles. Son regard évalue chaque détail, notant les effets de semaines de soins et de formation. Quand il hoche la tête avec approbation, un étrange mélange de soulagement et de honte t'envahit. Tu es reconnaissant d'avoir réussi son épreuve, mais horrifié de dépendre entièrement de son jugement esthétique. Alexandros me dit que tu apprends vite, dit-il en posant son vin pour te regarder enfin. Récite-moi quelque chose, en grec. J'ai envie de philosophie. Tu choisis un passage du banquet de Platon, parce qu'il est beau et parce que tu le connais par cœur. En parlant, tu observes son visage, cherchant le moindre signe de satisfaction ou d'ennui, modulant ta voix selon ses réactions. Lorsqu'il esquisse un léger sourire à une phrase harmonieuse, une fierté involontaire t'envahit, aussitôt suivie d'un profond dégoût envers toi-même. Tu apprends à trouver du réconfort dans son approbation, exactement comme ta formation le voulait. « Charmant » dit-il quand tu termines. Ton accent demande encore du travail, mais cela viendra. Puis il ajoute « Assieds-toi près de moi. » Non, plus près encore. Je veux sentir ta chaleur, pendant que je lis. L'heure qui suit s'écoule dans une intimité étrange, sans équivalent dans ta vie passée. Tu restes immobile, tandis qu'il te caresse distraitement les cheveux, comme on le ferait avec un animal de compagnie. Parfois, il lit à voix haute, te posant des questions pour tester ton intelligence et mesurer les progrès de ton éducation. Lorsque tes réponses le satisfont, son ton devient plus doux. Quand tu échoues à comprendre, son attention se retire. Et tu découvres que tu redoutes cette distance bien plus que toute punition physique. Ainsi s'installe le rythme de ta nouvelle existence, les journées consacrées à l'étude et à la préparation, les soirées passées à répondre aux besoins de ton maître, quel qu'il soit. Parfois intellectuel, discussion de philosophie ou de poésie, où tu dois être vif sans jamais paraître défiant. Parfois purement esthétique, tu sers simplement de présence, un ornement vivant pendant qu'il reçoit ses invités. Preuve de son goût raffiné et de ses ressources illimitées. Et parfois cette intimité prend des formes que ton ancienne vie ne te permettait même pas de concevoir. Tu découvres que ton corps, tout comme ton esprit, existe pour son plaisir. La belle chambre, l'éducation coûteuse, le soin méticuleux apporté à ton apparence, tout cela fait partie d'un système soigneusement élaboré pour faire de toi une possession plus satisfaisante. Tu n'es pas une personne qui se trouve être possédée. Tu es un objet façonné spécifiquement pour son usage. L'impact psychologique est plus dévastateur que n'importe
Quelle souffrance physique. Tu perds lentement la frontière entre ce qui relève du jeu et ce qui constitue ton véritable moi. Les gestes appris pour plaire deviennent des automatismes. Les gouttes qu'il t'a inculquées finissent par te sembler sincères. Et le plus troublant, c'est que tu te surprends à ressentir une affection réelle pour celui qui t'a privé de liberté et remodelé selon ses désirs. Les autres garçons de la maison ont trouvé des stratégies différentes pour survivre. Alexis est devenu un maître de la manipulation, jouant avec les émotions de leur maître avec une telle finesse qu'il a obtenu une position relativement sûre. Il te murmure des secrets sur la façon de gérer son humeur, sur les méthodes subtiles pour encourager sa générosité, sur l'art de rester précieux quand la beauté physique finira par s'éteindre. La clé, t'explique-t-il, est de devenir indispensable pour autre chose que ton apparence. Apprends ses affaires afin de lui offrir des conseils utiles. Deviens habile dans la gestion du domaine pour qu'il dépende de ton efficacité. Cultive des liens avec ses invités influents pour qu'ils voient en toi un atout social. La beauté passe, mais l'utilité peut durer des années. Dionysius, lui, représente une stratégie tout autre, la soumission totale. Il s'est effacé à tel point qu'il ne semble plus connaître ni désir, ni peur, ni espoir. Il obéit à chaque ordre avec une perfection mécanique, accomplit chaque tâche demandée et vit dans un état de résignation si complet que la simple idée de résister lui est devenue impensable. En apparence, il semble paisible, mais c'est la paix de la mort, non celle de la vie. Toi, tu tentes de suivre une voie intermédiaire entre la manipulation, calculée d'Alexis, et le suicide, spirituel de Dionysius. Tu joues ton rôle avec talent, tout en essayant de préserver une part de toi-même, intacte, enfouie au plus profond. Mais c'est plus difficile que tu ne l'imaginais. Le système est conçu pour rendre la résistance non seulement impossible, mais incompréhensible. Quand chaque aspect de ton existence dépend de ta capacité à plaire à ton maître, quand ton sentiment de valeur repose sur son approbation, la simple idée de penser par toi-même devient étrangère. Les mois passent, puis les années. Ton corps commence à montrer les premiers signes de la maturité. Ta voix se fait plus grave que tu dois dissimuler en contrôlant ta respiration. Tes muscles se développent, nécessitant des régimes toujours plus stricts. Les poils du visage demandent une attention quotidienne. Chaque changement t'apporte une nouvelle angoisse, celle de perdre ton utilité, ta valeur. Dans la maison, les dynamiques évoluent à mesure que de nouveaux garçons arrivent et que les plus anciens disparaissent. Tu observes le cycle complet. La terreur des nouveaux venus, l'adaptation progressive, la lutte pour les faveurs, puis la disparition inévitable lorsque la jeunesse ne peut plus être cachée. Certains sont vendus à d'autres maisons, d'autres affranchis avec une maigre pension. Quelques-uns disparaissent sans explication. Des liens complexes se tissent entre vous. De véritables amitiés naissent, mais toujours entachées par la rivalité. Le soutien mutuel coexiste avec la conscience que n'importe lequel d'entre vous pourrait être sacrifié pour préserver la position d'un autre. Vous partagez vos stratégies de survie, vous vous avertissez des sautes d'humeur du maître, vous vous réconfortez dans les moments de désespoir. Mais vous restez en compétition pour obtenir ses faveurs, sachant que le préféré bénéficie de meilleurs traitements et d'une sécurité relative. Le monde extérieur continue d'exister, mais il ne signifie plus rien. Tu entends des rumeurs de campagnes militaires, de bouleversements politiques, de réformes sociales, mais tout cela te paraît aussi lointain qu'un mythe. Ton univers s'est rétréci aux murs de la villa, et tes préoccupations se limitent à ce qu'il faut faire pour survivre dans cet espace clos. Parfois, des souvenirs de ton ancienne vie refont surface, sans prévenir. L'odeur du pain chaud évoque la cuisine de ta mère. L'accent d'un marchand te rappelle la voix de ton père. Ces instants sont d'une douleur si vive que tu apprends à les étouffer aussitôt, te concentrant sur la réalité présente, celle qui définit désormais ton existence. Ton maître vieillit lui aussi, lentement, confortablement, bien plus paisiblement que ses possessions humaines. Les cheveux de ton maître se teintent de gris. Des rides se dessinent autour de ses yeux. Son corps s'épaissit, témoin d'une prospérité continue. Mais ces changements n'altèrent ni sa position ni sa sécurité. Au contraire, ils renforcent sa prestance et son statut social. L'âge lui apporte la sagesse et le respect, tandis qu'il ne t'apporte qu'une chose, la fin prochaine de ton utilité. Cette prise de conscience crée une urgence étrange dans ton existence quotidienne. Chaque réussite devient un sursis à ton exécution. Chaque signe de satisfaction de ton maître prend une valeur inestimable. Tu te surprends à être reconnaissant pour de petits gestes, une parole douce, un regard bienveillant, un cadeau somptueux. Même si tu comprends
que ces marques d'attention ne reflètent que l'attachement d'un propriétaire envers sa possession et non la reconnaissance de ton humanité. Certains garçons s'effondrent sous cette pression, cherchant désespérément à rester utiles à tout prix. Ils se portent volontaires pour les tâches les plus humiliantes, rivalisent avec une cruauté croissante entre eux, ou finissent simplement par se briser sous le poids d'une perfection impossible à maintenir. D'autres, comme toi, développent une forme d'acceptation stoïque, accomplissant leur rôle avec compétence, tout en essayant de préserver un mince sentiment de dignité. Le piège le plus perfide de ce système, c'est qu'il transforme les victimes en complices de leur propre exploitation. Tu deviens habile à anticiper les désirs de ton maître, fier de ta capacité à le satisfaire, en compétition avec les autres pour obtenir le privilège de le servir. L'entraînement est si minutieux que tu finis par intérioriser non seulement les comportements, mais aussi les valeurs de tes geôliers. Tu mesures ta propre valeur selon leurs critères, trouvant ton identité dans leur approbation. Les années passées dans ce cadre créent un syndrome de dépendance si profond que la liberté devient non seulement inaccessible, mais inimaginable. Quand tu entends parfois parler d'esclaves ayant tenté de fuir, ta première réaction n'est pas l'admiration mais l'incompréhension. Où pourrait-il aller? Comment survivrait-il? Quelle identité pourrait-il revendiquer en dehors des rôles qu'on leur a imposés? Le système ne se contente pas d'emprisonner ton corps, il colonise ton imagination, rendant toute alternative à la captivité impensable. Et pourtant, même au cœur de cet engrenage total, de petits actes de résistance demeurent impossibles. Tu conserves quelques fragments de ta langue d'origine, bien que tu ne la parles jamais. Tu gardes en mémoire les visages de ta famille, même si tu t'interdis d'y penser trop longtemps. Surtout, tu maintiens au fond de toi la conscience que cette vie n'est pas la seule possible, même si tu ne peux en concevoir une autre concrètement. Et quand la fin arrive, elle le fait avec la même froideur méthodique que ton entrée dans ce monde. Les intérêts de ton maître se tournent vers de nouveaux jeunes visages, tandis que ta maturité physique te rend moins adapté à ton rôle. Il n'y a ni confrontation dramatique, ni adieu émouvant, seulement une conversation, discrète avec Alexandros à propos de ton avenir. Le maître a prévu ton affranchissement, t'explique-t-il avec le détachement professionnel qui a toujours marqué ton éducation. Tu recevras un petit héritage et des lettres de recommandation pour un emploi dans une maison sénatoriale. Ton instruction et tes manières font de toi un candidat idéal pour un poste, d'administrateur ou de précepteur. L'ironie est cruelle. Ton exploitation t'a doté de compétences qui te rendent désormais précieux dans le monde libre, mais ces compétences sont le fruit d'années d'abus. Ta maîtrise des langues, ta connaissance de la littérature et ton élégance ouvrent des portes. Pourtant, chaque opportunité te rappelle comment tu les as acquises. Tes manières parfaites et ta soumission instinctive à l'autorité font de toi un tas. Subordonné modèle, mais ces qualités t'ont été inculquées à coup de conditionnement psychologique. Quand la liberté arrive enfin, elle ressemble moins à une libération qu'à un déracinement. Après des années passées à vivre sous un contrôle total, le simple fait de devoir choisir par toi-même devient terrifiant. Tu as été si bien formé à deviner les désirs des autres que reconnaître les tiens te semble impossible. Le monde extérieur, vaste et plein de promesses, te paraît étranger, sans structure, sans repère. Les autres garçons que tu laisses derrière toi incarnent tous les chemins que ta vie aurait pu prendre. Certains s'adapteront, transformant leurs aptitudes de survie en réussite légitime. D'autres échoueront, incapables de fonctionner sans la rigidité du système qui les a façonnés. Quelques-uns ne partiront jamais, vieillissant pour devenir à leur tour des intendants comme Alexandros, des maillons de la même chaîne. Et toi, tandis que tu quittes la villa pour la dernière fois, tu emportes avec toi non seulement les savoirs et les compétences qui définiront ton avenir, mais aussi les cicatrices, visibles et invisibles, qui, elles, ne guériront jamais. Ton histoire rejoint les milliers d'autres que les historiens de Rome ont choisi de ne jamais écrire. Des voix réduites au silence par une civilisation qui préférait glorifier sa splendeur plutôt que d'affronter sa honte. L'empire qui a créé ce système a fini par s'effondrer, mais pas avant que des générations de garçons comme toi ne soient passés à travers sa machine du désir. Leurs noms se sont perdus, leurs expériences ont été reléguées en simples notes de bas de page dans de plus grands récits de conquêtes et de triomphes culturels. Pourtant leur souffrance fut bien réelle, leur résistance admirable, et leurs histoires méritent d'être rappelées autrement que comme le prix du luxe romain. Au bout du compte, tu deviens à la fois victime et survivant.
façonnées par des forces qui te dépassaient, sans pour autant être entièrement définies par elles. Le garçon arraché à une colline celte est l'homme qui finit par sortir libre d'une villa romaine ne sont séparés que par un fil ténu, mais incassable, celui de l'identité. Ce fil, si fragile qu'il ait pu paraître, incarne le cœur irréductible de la dignité humaine, cette part de lumière que même les systèmes d'exploitation les plus raffinés ne peuvent totalement éteindre. Les couloirs de marbre sont désormais vides, les portes dorées se sont effondrées. Et l'empire qui normalisait une telle exploitation n'est plus que poussière. Mais en redonnant voix à ces oubliés, en reconnaissant le prix humain de ce que l'histoire célèbre souvent, comme les gloires de la civilisation, nous honorons non seulement leur souffrance, mais aussi notre devoir, celui d'identifier ces mêmes schémas lorsqu'ils réapparaissent à notre époque. Les visages changent, les méthodes évoluent, mais la logique demeure, celle du pouvoir qui exploite la faiblesse, surtout lorsque la jeunesse et la beauté sont en jeu, leurs vies n'ont jamais été vraiment secrètes. Elles ont seulement été ignorées. En racontant leurs histoires aujourd'hui, nous veillons à ce que leur douleur n'ait pas été vaine, et, peut-être, à ce qu'aucun enfant n'ait plus jamais à franchir ces couloirs illuminés de torches vers des portes qui n'auraient jamais dû s'ouvrir pour eux.